Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Vous ne me verrez que pendant une petite minute, juste le temps donc de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, partenaires de cette manifestation magnifique que sont les idées mènent le monde depuis les débuts, et de vous présenter juste en une demi-phrase ma collègue Evelyne Barthou, maîtresse de conférence de sociologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui vous fera maintenant sa conférence et je vous souhaite un excellent moment avec elle. Merci et merci Evelyne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vous vois pas très bien, c'est moi qui suis dans la lumière, je vous vois... c'est mieux, c'est mieux. Donc, je suis Evelyne Barthou, comme cela vient d'être dit. Je suis sociologue, enseignante-chercheur à l'Université de Pau. Et moi, je travaille plutôt sur les questions de jeunesse, d'éducation et de migration. Donc, rien ne me prédisposait à travailler sur la crise sanitaire a priori. Et quand j'ai vu que le thème de la soirée, c'était l'envie de vivre, j'ai tout de suite pensé à l'enquête qu'on est en train de terminer là actuellement sur l'expérience de la crise sanitaire et l'impact sur, alors ça peut paraître un peu pompeux comme ça, mais on va le voir au cours de mon intervention, sur les transitions écologiques et sociales. Donc, a priori, l'envie de vivre, on ne l'associe pas nécessairement au Covid ou à la crise sanitaire, au contraire même. Mais c'est vrai que dans notre enquête, ce qu'on a pu observer, c'est que certes, cette crise sanitaire a été un événement très soudain, donc qui a généré beaucoup de conséquences négatives à travers le monde, qu'elles soient économiques, sociales, vous le savez bien. Mais quand on s'est intéressé, qu'on a posé notre regard de sociologue sur cette crise, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des choses intéressantes qui émergeaient, qu'elle avait mis en lumière des tendances sociologiques assez lourdes, et également qu'elle soulignait quelque part des envies de changement et tout simplement de vivre. Donc c'est vraiment pour cette raison que je me suis dit que je vais venir vous parler ce soir. Alors, l'enquête, elle est un peu particulière, puisqu'elle a commencé, à proprement parler, pendant le tout premier confinement. En mars 2020, j'étais confinée, mes collègues étaient confinés. Ma collègue m'appelle et me dit « Qu'est-ce que tu dirais de travailler sur ce qu'on est en train de vivre ?» Donc, dans un premier temps, je me suis dit « Oula, quand on est chercheur, c'est un peu difficile d'étudier ce qui est en train de se passer. » Donc, j'ai mis quelques réserves, puis elle a un peu insisté, et on est parti dans cette aventure. Donc, en visio, vous vous rappelez. Et d'ailleurs, je vous félicite d'être là ce soir, parce qu'on en a un peu marre du Covid et de la crise sanitaire. Vous avez quand même fait l'effort de venir, donc je vous en remercie particulièrement. Donc, on a monté une petite équipe, on a essayé de travailler évidemment le plus rigoureusement possible. On a construit un premier questionnaire. On n'avait pas trop le choix vu qu'on était tous confinés, donc on a mis en ligne ce premier questionnaire, d'abord dans un réseau assez proche, donc au départ on avait beaucoup d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, et tout d'un coup le questionnaire nous a un peu échappé, et il a pris... alors on a essayé de contacter certaines personnes qui nous ont permis évidemment cette diffusion, mais rapidement ça nous a échappé, et on a réussi à récolter 8500 réponses, ce qui est énorme sur ce type d'enquête, et notamment en ligne. Donc, 3 phases d'une enquête construite comme ça pendant le confinement. On en a monté un projet, on a obtenu un financement. Donc, avec mes collègues qui sont Yann Brunat et Gaël Delétras, qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont participé dès le début à ce travail. On a obtenu un financement sur 2 ans. On a pu embaucher une ingénieure d'études, Emma Lujan. Donc, ce que je vous présente ici, c'est une partie de mes travaux, mais je ne suis pas toute seule à avoir travaillé sur tout ça. Donc, 3 phases. Ce premier questionnaire dont je viens de vous parler, en plein confinement, en temps réel, donc c'était assez atroce, parce qu'il y en avait qui disaient « Oh, c'est une parenthèse enchantée, je vis un moment magique ». Moi, j'étais avec mes enfants, les cours en distanciel, l'enquête, j'étais un peu submergée, mais je me suis dit « Ah, c'est étonnant, il y a des gens qui vivent cette période de façon très positive ». Donc déjà, ça commençait à maturer. Puis, un second questionnaire, une fois qu'après le déconfinement, donc là on a eu aussi 3500 réponses, donc c'était moins qu'au départ, mais je pense que vraiment le premier questionnaire, les gens avaient envie et besoin de parler, beaucoup nous remerciaient dans la partie de commentaires, donc je pense que les gens avaient besoin de s'exprimer sur ce qu'ils étaient en train de vivre, et nous ont dit des choses, parce que c'est un questionnaire avec des questions fermées et ouvertes, mais des choses très fines, très intimes aussi,
un peu trop parfois, parce qu'on pouvait presque identifier certaines personnes, notamment il y a une histoire de maîtresse, enfin je ne vous le dirai pas, j'en parlerai pas ici, mais donc vraiment les gens se sont vraiment livrés sur ce qu'ils étaient en train de vivre, ce qui tombait très bien puisque c'était ce que nous attendions. Alors, ce deuxième questionnaire, il a été... en parallèle, il y a mes collègues économistes qui ont proposé eux aussi un questionnaire qui nous ont rejoints sur le projet, sur les comportements prosociaux pendant cette période de crise sanitaire. Donc, ils ont travaillé aussi avec nous un peu en parallèle. Et on a fait une troisième phase qui vient de s'achever, où on a assuré plus de 150 entretiens. Donc, on a fait 150 entretiens semi-directifs avec pas mal de jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc voilà, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des résultats un peu de ces différentes phases qui me semblaient pertinents ici. Alors oui, non, j'ai oublié une chose aussi. Ce qu'on a fait dans cette phase d'entretien, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle la sociologie visuelle, c'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes de choisir des photos, là dans ce contexte, qui illustraient pour eux la crise sanitaire. Et j'en ai gardé quelques-unes que je vais présenter tout à l'heure, vous pourrez le voir. Donc, les premiers résultats, on a senti très rapidement une espèce de dualité entre cette crise sanitaire qui a vraiment été vécue pour beaucoup comme une contrainte, donc le fait de ne pas pouvoir sortir, d'être isolé, bien évidemment, le manque de contact et de relations physiques, même s'il y avait des interactions numériques, pour beaucoup, elles ne pouvaient pas pallier l'absence de relations physiques. Beaucoup de réactions autour de l'information, trop d'informations, pas assez d'informations, mauvaise information, et également tout un registre autour du sentiment d'une mauvaise gestion politique. Donc la question politique, la remise en question politique est apparue assez vite dans l'enquête. Mais aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, beaucoup ont fait état d'opportunités liées à cette crise sanitaire et à ce confinement, parce que là c'était vraiment des questions sur le confinement. Beaucoup ont dit avoir pu développer leur créativité, un retour vers l'authenticité, vers l'essentiel qui a été favorisé de façon forcée, pour le coup, par le confinement. Beaucoup de réflexion, d'introspection. Et ce qui était particulièrement intéressant, surtout pour une sociologue ou pour des sociologues, c'est que cette réflexion et cette introspection, elles semblaient toucher un peu toutes les catégories sociales. Donc ce n'était pas forcément que les cadres et les personnes très diplômées qui avaient cette réflexion-là et cette introspection. On va le voir un peu plus tard. La question de la famille aussi est beaucoup ressortie. Le fait que les confinements, que la crise sanitaire a permis de passer plus de temps, pour une partie évidemment des répondants et répondantes, en famille. Se retrouver en famille, pouvoir faire des activités qu'on ne faisait plus, etc. Donc la famille a joué un rôle important aussi. Un autre point, c'est la question de la décélération. Donc en sociologie, Hartmut Rosa parle de société de l'accélération, où tout va très vite, où on est toujours submergé. On n'a jamais eu autant de temps libre, mais on n'a jamais eu l'impression d'en avoir aussi peu. Donc c'est avec un paradoxe ici très important. Donc moins de temps perdu, donc notamment dans les transports, moins de stress lié à des horaires donc plus pas besoin d'amener les enfants à l'école, pas besoin d'être à telle heure au bureau, etc. Donc vraiment une baisse générale du stress. Et certains, je vous le dis, on parlait de parenthèses enchantées, d'oasis de bonheur, de bulles de bonheur. Enfin, il y avait vraiment des termes très forts dans les réponses. Et ce qu'on a vu aussi poindre, alors qu'on ne s'y attendait pas a priori à ce moment-là, c'est un rapprochement avec la nature. Donc, rapprochement avec la nature, d'autres façons de consommer, donc des gens qui sont repartis aussi à la cuisine ou qui ont acheté local, qui ont privilégié le local, et évidemment, une baisse de la pollution. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, on va en parler dans la troisième partie. Donc, moi, je vais revenir sur ce qui est plutôt positif, mais je ne veux absolument pas nier tout ce qui est négatif. Et il y a évidemment énormément de choses qui ont été négatives dans ce confinement, vous le savez, beaucoup de difficultés, de souffrances, de violences faites aux femmes, aux enfants, aux hommes aussi parfois, beaucoup d'inégalités, mais là, le choix s'est porté vraiment sur ces aspects positifs. Et c'est pas forcément, en plus, c'est souvent ambivalent. C'est pas parce qu'on a mal vécu certains moments qu'on peut ne pas avoir eu de bons moments à d'autres. Donc, je vais revenir sur 3 axes principaux ici, le travail, en particulier le télétravail, la famille et la question de la nature et de l'écologie. Alors, on s'est rendu compte que le confinement ou les confinements avait révélé finalement une place essentielle, on le savait déjà un peu en sociologie, mais une place essentielle avait été laissée au travail. Même chez des gens, des personnes, souvent des femmes, pour qui l'employeur avait dit « bon, on est dans une période un peu particulière, on lève un peu le pied, on fait ce qu'on peut », les gens ont beaucoup investi leur travail en distanciel, leur travail en présentiel pour ceux qui continuaient à travailler, mais aussi le travail en distanciel pour les autres. Donc, certains
l'ont avoué, on en profitait un peu pour moins en faire, mais quand même, ce n'est pas ce qui est majoritaire dans nos résultats. Donc on le sait, hein, que le travail est une activité sociale fondatrice, socialisatrice, et on l'a particulièrement vu chez nos répondants, puisque ce qui manquait avant tout, c'était les relations humaines, les contacts physiques. Et même s'il y avait des interactions numériques, même si, alors au début c'était un peu balbutiant dans certains endroits, mais quand même ça s'est développé assez vite, on a vu que ce qui manquait vraiment aux gens, c'était d'être ensemble. Donc ensemble à la fois pour être efficace, hein, pour être professionnellement, pouvoir avoir des résultats, mais aussi pour trouver du sens au travail. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et finalement, tout ce qui se joue dans les interstices, à la machine à café, à la pause, dans le couloir, dans tout ce qu'on se dit, ou tout ce langage aussi non-verbal, s'est révélé avoir une place centrale pour les acteurs une fois qu'ils sont passés derrière leur ordinateur et qu'ils ont travaillé en visio. Donc vraiment, cette idée que les contacts physiques donneraient du sens au métier, comme le dit ce professeur d'université, l'enseignement est un métier de contact et un métier d'estrade. Ne pas voir la réaction des étudiants en direct, ne pas faire mon show, ça me manque terriblement. L'enseignement à distance est à mes yeux la négation même du métier. Donc ce sentiment qui est beaucoup ressorti chez les enseignants, avec voilà, l'impossibilité de pouvoir tisser une relation, ou en tout cas de pouvoir travailler correctement dans ce cas-là. Alors pour beaucoup aussi, les interactions étaient très faibles, les interactions numériques étaient trop faibles même. Donc comme le dit cette assistante administrative, le contact avec l'équipe étant quelqu'un de très sociable et qui s'entend très bien avec les autres, l'ambiance de bureau me manque terriblement. Donc vraiment beaucoup de témoignages en ce sens. Et c'est aussi, je le disais tout à l'heure, hein, la dimension un peu de la convivialité, tout ce qui se joue à côté des temps de travail à proprement parler, qui ont manqué aux acteurs. Donc il y a beaucoup d'autres aspects négatifs aussi autour du télétravail. Hein. Je le répète parce que je ne voudrais pas que mes propos soient déformés ou qu'on ne voit qu'une partie de l'enquête. Donc la question évidemment du travail à la maison qui est très liée au type de logement. Hein. Quand on a un logement avec beaucoup de place, une place, un bureau ou un endroit pour s'isoler, le télétravail s'est beaucoup mieux passé. Les difficultés aussi des frontières. Hein, donc les frontières spatio-temporelles, certains étaient un peu perdus, le fait de ne plus partir au travail, ils ne savaient plus trop où ils en étaient, donc il y en a qui ont vraiment été très perturbés par l'absence du déplacement, là pour le coup. L'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée aussi, qui est énormément ressorti, surtout pour les personnes qui avaient une famille, surtout les familles avec des enfants en bas âge, comme vous pouvez vous en douter. Et aussi beaucoup de questionnements autour du trop d'écran, sursollicitation liée au télétravail. Donc vraiment, il y en a qui n'en pouvaient plus de passer du temps derrière les écrans. Donc je cite cette secrétaire, témoignage de cette secrétaire. « Je ne peux plus voir mes collègues et échanger verbalement avec elles. Je dois donc les appeler ou leur envoyer des mails, ce qui me ralentit et est beaucoup moins humain. Je manipule beaucoup plus de mails et c'est un véritable tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire un puits sans fond. » Donc vraiment ce sentiment que ça ne s'arrête jamais, hein, et donc, qui ressort beaucoup. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de stratégies, et les sociologues adorent les stratégies de contournement aussi de ces injonctions au télétravail, enfin ce qui est relatif au télétravail, donc avec une prise de distance et vraiment une réflexion sur tous les temps de déconnexion. Donc, et certains expliquent même que le confinement leur a permis de penser la déconnexion, ce qu'ils n'avaient pas fait nécessairement avant. Donc, un exemple, donc une chargée de ressources humaines qui nous dit « J'essaie de suivre mes horaires de travail au maximum pour pouvoir me déconnecter ensuite. » Certains ont fait le choix d'essayer de garder justement ces repères spatio-temporels, enfin en tout cas temporels, pour pouvoir ne pas déborder. Ou cet homme gestionnaire qui nous dit « En raison du partage des accès à un ordinateur avec les autres membres de la famille, j'en profite pour passer moins de temps sur l'ordinateur, je télétravaille que le matin et je traite le reste du travail l'après-midi par téléphone. » Donc là aussi, la réorganisation, les individus ont la plupart du temps réussi à se réorganiser et à trouver des moyens de contourner un peu ça. Donc ce qu'on note au final dans l'enquête, c'est qu'il y a une surreprésentation de personnes qui télétravaillaient, qui ont bien vécu finalement la crise sanitaire, beaucoup plus que ceux qui ont continué à travailler en présentiel. Et pas nécessairement que parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité, pour leur santé, mais aussi parce que pour eux, ça a été très compliqué de continuer à travailler tout en ayant une grosse partie de la population, dont leurs propres enfants parfois, qui étaient confinés. Donc, évidemment, le fait de
passer d'une activité professionnelle scandée par des déplacements, la plupart du temps par des horaires fixes, a pu déstabiliser évidemment beaucoup les acteurs et les actrices. Mais on voit aussi quand même, là, sur ce point-là, des choses assez positives qui ont pu émerger, beaucoup d'opportunités, notamment d'opportunités de réorganiser son quotidien. Donc de se dire que de travailler à la maison, ça permettait aussi peut-être de mieux articuler les différents temps de vie. La majorité des personnes qui ont témoigné, contrairement d'ailleurs à ce qui était dit un peu dans les médias, hein, où il y avait un peu un clivage entre une vision très optimiste du télétravail, hein, qui finalement était la solution aux difficultés économiques, aux problèmes écologiques, etc., ou au contraire d'autres qui avaient un regard très très négatif, hein, même du côté des sociologues, on a vu que c'était plus compliqué, comme souvent, hein, plus compliqué et plus nuancé que ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'autonomie, le fait de pouvoir enfin travailler à son rythme. Quand on est plutôt du matin, pouvoir travailler le matin. Quand on est plutôt du soir, pouvoir travailler du soir. Donc beaucoup ont fait état de la possibilité qui leur était offerte enfin de pouvoir finalement articuler leur temps de travail avec leur propre rythme biologique. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Le sentiment aussi de plus d'efficacité, d'être moins souvent interrompu quand on télétravaille et de pouvoir, alors, sauf quand on a des enfants, hein, et qu'on n'a pas une porte qui ferme, bien évidemment, mais voilà, cette idée aussi de pouvoir mieux se concentrer et plus aller en profondeur dans le travail. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour la plupart, ce qu'ils auraient aimé dès le départ, et on l'a vu ensuite dans l'enquête, c'est pouvoir choisir. Donc c'est vraiment cette question du choix et de pouvoir avoir des temps de télétravail et des temps en présentiel qui est ressorti dès le départ. Donc il manquait, même s'il y avait des points positifs, il manquait évidemment des temps, et notamment pour se stimuler, pour avoir envie, puisqu'on parle d'envie, pour avoir envie de travailler. Donc oui, on peut être plus efficace, oui, on a plus d'autonomie, mais en même temps, il manque quelque chose. Et il manque quoi? Il manque les collègues, il manque l'émulation collective. Les étudiants ont beaucoup fait ressortir, on a enquêté un peu, on a travaillé avec nos étudiants sur la crise sanitaire, et l'ont beaucoup dit, et ça me fait très plaisir, c'est qu'ils ont expliqué qu'ils n'arrivaient pas à travailler, non pas parce qu'on disait, oui, les jeunes, ils vont plus s'en sortir puisqu'ils sont dans le numérique, etc., donc c'est aussi ce qui est fort discutable, mais en tout cas, ce qui leur a manqué avant tout, c'était la présence de leurs collègues et des enseignants. Donc très clairement, pour se motiver, pour se concentrer, c'était un vrai frein. Ensuite, donc pour terminer un peu sur cette partie du travail, pour beaucoup, comme je l'ai dit en préambule, le confinement, ça a été une forme de décélération, donc de reprise en main un peu des temps de vie et de son rythme. Et donc du coup, ce confinement, ça a été un peu un stop dans cette société d'accélération, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui est souvent axée aussi sur des routines qui nous sont largement imposées. C'est vrai que quand on ne le pense pas, on ne le voit pas comme ça, mais tout nous est imposé, hein, les horaires de travail, etc. La plupart du temps, sauf pour les chanceux qui peuvent s'organiser comme ils le souhaitent. Mais il y a quand même 3 points essentiels qui ont participé de cette rupture, hein, et de cette décélération. C'est avant tout les bénéfices tirés de la limite des déplacements, donc le fait de ne plus avoir à prendre la voiture, à prendre les transports en commun, donc passer moins de temps sur la route, être moins fatigué, pouvoir travailler dans un environnement que l'on peut organiser un peu comme on le souhaite quand on le peut, hein, bien évidemment. Alors la question aussi de pouvoir s'habiller comme on veut, donc beaucoup de femmes ont dit je me maquille plus, ou très rapidement, je m'habille qu'en haut, en bas, je reste en jogging, chaussettes, claquettes, comme on veut. Donc une assistante sociale témoigne. Alors moi, c'était une activité beaucoup moins stressante car il y avait moins de perturbations, moins de routes, donc moins de fatigue, un environnement plus plaisant puisque c'est la maison, la possibilité de travailler en tenue confortable, short, t-shirt, au lieu de tailleur ou autre tenue habillée. Une autre également, professeure de français, nous dit « Je n'ai plus à prendre le métro, je mets un joli haut car mes élèves me voient à la caméra et que je me dois quand même d'être présentable, mais je peux garder mon bas de pyjama ou travailler carrément en culotte. Je me lave les cheveux moins souvent. Le confort de chez moi pour la pause pipi, déjeuner, café, c'est parfait. » Donc on voit aussi comment, hein, on a pu profiter de ces temps-là pour pouvoir à la fois limiter les déplacements, mais aussi pouvoir vivre un peu comme on veut. Donc la personnalisation du rythme de travail, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vous donne quelques illustrations.
J'ai la liberté, donc c'est une femme ingénieure, j'ai la liberté d'organiser les journées comme bon me semble et c'est beaucoup plus adapté. Je peux ainsi travailler aux heures où je suis la plus productive, où j'ai l'élan et l'énergie à accorder à mon travail. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup ressorti. Donc ce fait de pouvoir choisir les moments et les moments où on se sent en tout cas le plus efficace. Un géologue témoigne également, cette situation permet une meilleure distribution du travail dans la journée, de faire des pauses et de reprendre le soir si on le souhaite. Mon temps de sommeil est beaucoup plus ajusté aujourd'hui à mes besoins. Voilà, donc c'est le respect des rythmes dont je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi, enfin, pour cette partie-là en tout cas, la question de la famille. Donc ça a été un résultat assez étonnant, étonnant, pas vraiment étonnant quand on prend les choses un peu plus, de façon un peu plus objective, mais c'est vrai que beaucoup, ce que ça traduisait en tout cas, c'est que beaucoup estimaient ne pas passer assez de temps en famille. Et là, on a eu plus de papas que de mamans pour le coup, et beaucoup de papas qui ont dit, alors soit qui faisaient beaucoup de déplacements, soit qui étaient ouvriers ou artisans et qui avaient une fatigue physique aussi, qui avait un impact très net aussi le soir sur la participation ou en tout cas le temps passé avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de papas qui ont profité de ce temps-là pour consacrer donc, du temps et un temps meilleur, c'est ce qu'ils nous disaient, à leurs enfants. Donc, un ouvrier nous dit cette situation permet. Non, pardon, c'est pas là. Je me suis trompée de. J'ai plus de temps pour m'organiser et faire plus de choses, tant sur le travail que sur ma vie personnelle. Profiter des vraies valeurs de la vie, profiter de ma famille et de mes animaux, prendre soin de ceux qui me sont chers. Donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les entretiens. Donc, ce qui m'amène. Alors, je ne sais pas si ça suit. Donc, je ne suis pas sûre que ça suive à vos succès. Ah, c'est peut-être moi qui dois faire suivre. On ne va pas expliquer. Ils sont partis? Ils sont en pause? Ah, donc ça c'était la première partie. Et voilà, deuxième partie. Merci. Donc la centralité de la famille, donc j'en parlais à l'instant. Donc, alors, ce qu'il faut dire avant tout, quand même, c'est que les expériences, donc qu'elles soient juvéniles ou parentales du confinement, ont été extrêmement diversifiées. D'accord ? Il n'y a pas eu une façon de vivre le confinement, et elles sont liées à plein de facteurs différents qu'on va voir rapidement. Ce qui est indéniable, c'est que pour les jeunes, en tout cas, qui sont une grosse partie de notre échantillon, rares sont ceux qui ont été confinés seuls. D'accord ? Donc, des jeunes qui étaient soit en rupture familiale, soit éloignés géographiquement de leurs parents, et beaucoup d'ailleurs d'étudiants étrangers. Alors, je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié en préambule, on a fait un site internet, transicovid.fr, qui est un peu artisanal, ne vous attendez pas à avoir un superbe site, sur lequel on dépose les différentes synthèses que l'on peut faire ou les articles scientifiques que l'on a écrits. Donc on a choisi de faire des synthèses accessibles à tout le monde, vraiment dans une logique de science ouverte, de partager aussi les résultats avec le plus grand nombre. Et il y a une synthèse spécifique sur les étudiants étrangers qui ont vraiment rencontré beaucoup de difficultés pendant ce confinement. Donc je referme la parenthèse. Sinon, dans l'écrasante majorité des cas, les jeunes ont été confinés en famille. Et les parents avec, de fait, leurs enfants, bien évidemment. Alors, ce qu'on note aussi dans l'échantillon, c'est que ceux qui ont été confinés en famille ont plus de chances de retrouver un milieu rural, en maison et avec un peu plus de place, que les autres. Donc ça aussi, ça joue un rôle, bien sûr, sur l'expérience et le vécu du confinement. Cela va de soi. Et ce qui était très important aussi, dans tous les résultats, dans tous les analyses qu'on a faites, c'était le fait d'avoir un lieu pour s'isoler ou non. D'accord ? Je pense que ce qui a sauvé certaines personnes, certaines familles, c'est aussi d'avoir un lieu où on pouvait s'isoler, pour peu qu'il soit respecté, parce que ce n'était pas toujours le cas, surtout avec les enfants en bas âge. Alors, cette annonce du premier confinement, pour les jeunes et leurs parents, puisque l'on s'intéresse aux familles, ça a été aussi le moment où un peu pris dans l'urgence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors on n'a pas trop envie de se rappeler, mais si on le fait, voilà, en peu de temps, il a fallu s'organiser. Et pour certains, se reconfiner en famille avait un caractère d'évidence. Pour d'autres, quand même beaucoup moins nombreux, ça a été un choix aussi par défaut.
D'accord ? Et certains ont procédé à des accommodements. Bon, mes parents, ils me fatiguent un petit peu, mais quand même, ils ont une grande maison. Maman fait bien manger. Papa plie bien les chaussettes, etc. Enfin, il y avait des choses comme ça dans les réponses. Et du côté des parents, parce que ça, on en parle beaucoup moins, il semblait difficile de dire, bah non, tu viens pas te confiner chez nous. Hein, c'est bon, nous, on est tranquille, on a notre rythme. Pourtant, c'est ce qui ressortait de l'enquête. C'était difficile de refuser que ces enfants reviennent au foyer. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que quand même s'il y a eu cette contrainte, le vécu du confinement en famille, a été globalement assez positif, même parfois très positif. Et ça, c'était un peu une surprise pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas tellement à ce résultat. On pensait qu'il y aurait plus de tensions. Il y a eu des tensions, ne vous inquiétez pas, je vous en donne quelques-unes. Mais voilà, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi ? Parce que ça satisfait un besoin de réassurance. Les parents étaient rassurés d'avoir leurs enfants auprès d'eux. Les enfants aussi, même les grands-enfants, étaient rassurés d'être près de leurs parents. Donc on verra dans la dernière partie en quoi ça nous renseigne aussi sur le mode de fonctionnement des familles aujourd'hui. Et cette question de la protection, elle est particulièrement ressortie. Donc je cite donc une jeune femme de 24 ans. Le plus important déjà, c'était d'être à la campagne, quand même. De ne pas être en ville, de ne pas être seule, d'être avec des gens qui me connaissent parfaitement, qui savent comment je réagis et moi de savoir comment ils réagissent, d'être dans un environnement familier durant une situation qui ne l'est pas du tout et d'être bien entourée par mes parents. Donc il y a cette idée, alors vous voyez bien que c'est pas les parents, le choix des parents ne s'est pas fait d'emblée, hein, il y avait quand même la campagne, il y avait des arbitrages un peu autres, mais on voit bien quand même là comment le sentiment de sécurité ou de réassurance du fait d'être avec ses parents. Alors, on sait, la sociologie de la famille le dit depuis quand même un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la famille est basée sur l'affection, sur la proximité et l'entraide. C'est aussi le lieu où se construit, comme le dit François de Singly, le singulier relationnel. Je me construis comme individu à part entière, mais dans la relation à l'autre. Et on voit que dans cette phase d'incertitude liée à la crise sanitaire et aux conséquences aussi pour les jeunes, ceux qui devaient faire des stages ou ceux qui devaient entrer en emploi ou ceux qui devaient passer leurs examens. Donc la famille s'est quasiment, pour tout le monde, révélée comme incontournable et sécurisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Même ceux qui n'ont pas pu être confinés en famille soulignaient qu'ils auraient aimé l'être, pour la plupart, pas tous, mais pour l'écrasante majorité. Et ce qu'on a vu aussi, c'est la place aussi de la parentalité dans la réalisation de soi chez les adultes. Donc, à la fois ce sentiment de devoir accueillir les enfants, mais ce sentiment aussi d'être rassuré qu'ils soient là, qu'ils soient avec nous et qu'ils soient revenus au foyer. Alors, il y a des petites pépites, puisqu'on voit que ce retour en famille a permis vraiment de... Alors, pour certains, c'était un petit peu la Madeleine de Proust, il y a un petit côté nostalgique. On retrouvait son lit, on retrouvait sa chambre, on retrouvait des habitudes qu'on n'avait plus forcément quand on venait juste le week-end voir papa et maman. Mais beaucoup parlent aussi du fait qu'ils ont pu approfondir leur relation. Donc, c'est-à-dire aller plus loin dans la relation que quand il y avait des visites épisodiques. Ou, alors là, on parle de la recohabitation, mais même pour ceux qui cohabitent avec leurs parents, ils sont rarement à la maison, pour l'écrasante majorité, là, ils étaient obligés d'être ensemble, donc ils se sont aussi quelque part redécouverts. Donc, une enseignante-chercheur témoigne, évidemment, le confinement a permis une plus grande présence en famille, avec mes filles, des échanges plus personnels, plus profonds avec les proches, mon conjoint, mes enfants, pardon. Et, sans grande surprise, la catégorie qui s'est déclarée la plus sereine pendant le confinement, ce sont les parents. D'accord ? Les parents avec leurs enfants. Même si, alors je n'ai pas le temps, mais là il faudrait que je fasse une conférence là-dessus, évidemment, pour nous, les mères se sont déclarées beaucoup moins sereines que les pères, puisque donc, c'est sur elles qu'a reposé la plupart du temps la charge mentale et la prise en charge du quotidien. Pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant, vous pourrez regarder sur notre site et nos synthèses, beaucoup ont pris conscience de certaines choses. Alors, il y a des hommes qui ont pris conscience que finalement, faire les devoirs aux enfants, s'occuper du bain et tout ça, c'était pas forcément si passionnant ou si reposant que ça. Mais il y a aussi des femmes qui ont pris conscience des situations. Et donc, il y en a qui ont dit, qui ont pété les plombs, elles le disent comme ça, qui ont dit stop, ça suffit, on arrête. D'autres qui ont pris conscience, qui ont négocié. Donc il y a tout un tas comme ça de reconfigurations ou d'échanges qui ont pu naître de cette période. Alors,
je vous l'ai dit, les mères sont moins sereines que les pères, elles se sont plus souvent senties angoissées que les hommes, et on retrouve, comme souvent en sociologie, un décalque avec les jeunes femmes et les jeunes hommes. Donc les jeunes femmes ont moins bien vécu le confinement en famille que les hommes, en moyenne, que les jeunes hommes, pardon, et ont, elles aussi, été plus touchées par la double journée, donc le fait de devoir télétravailler ou faire les cours à distance, etc., et la gestion du quotidien. Je regarde le temps qui s'écoule très rapidement. Je vais essayer d'avancer un petit peu et de passer certains points. Donc, je vous l'ai dit, ce confinement en famille a permis, je cite une administratrice de laboratoire, renforcer le noyau familial, d'avoir plus de temps d'échange en interne et de moments de famille, mais aussi pour d'autres, donc comme cette secrétaire, de retrouver l'unité familiale et de profiter du temps devenu rare ensemble. Donc, pour beaucoup, se retrouver en famille, c'était grâce au confinement, grâce à la crise sanitaire. Sinon, ils avaient des enfants un peu partout à travers la France ou ailleurs. Et ça, c'est un point de vue qu'on retrouve aussi chez les enfants eux-mêmes, d'accord ? Alors, on n'a pas interrogé les enfants, les petits-enfants, chez les jeunes ou jeunes adultes. Donc, comme Marion nous le dit, je redécouvre ma famille, beaucoup plus de moments conviviaux avec mes parents qui réchauffent le cœur, tandis qu'avant, c'était à peine si je les croisais dans les couloirs de la maison, tellement le rythme de travail était soutenu avec la prépa, donc étudiante en prépa. Et pour certains, comme Alice, finalement, le confinement, les retrouvailles familiales du confinement sont le seul aspect extrêmement positif de la crise sanitaire. Alors, ce ressenti, alors là on a un peu l'impression d'être au pays des bisounours, ce ressenti réciproque, mais quand même qui ressort de façon très très nette, qui est résolument positif, est toutefois à nuancer. Ça ne s'est pas passé très très bien tout le temps et partout, donc il y a eu beaucoup de tensions autour de la place de chacun, puisque pour ceux qui recohabitent, il faut retrouver une place. Pour ceux qui cohabitent à temps plein, il faut réussir à trouver sa place et à la laisser aussi à l'autre. Les tâches à effectuer, la question aussi des différentes temporalités. Donc on ne mange pas forcément à la même heure, on ne regarde pas les mêmes contenus vidéo quand on veut passer un peu de temps ensemble derrière un écran, on ne mange pas la même chose, etc. Donc ça a pu être quelques points de crispation. Et quand on sait que la phase de la jeunesse, c'est la phase d'autonomisation, de prise d'indépendance, quand même cette recohabitation ou cette cohabitation à temps plein était un vrai stop dans la construction de soi, et le fait de se retrouver H24 avec ses parents, c'était pas forcément toujours très facile, mais ça ne l'était pas pour autant pour les parents, d'accord ? Beaucoup de parents ont dit, donc je cite Carla, donc une vendeuse, qui dit « Il y a un côté traumatisant à se retrouver enfermé chez soi, faut pas que ça dure, j'ai besoin de voir des gens, de voir mes clients et j'ai besoin de pas voir mon mari et mes filles de temps en temps. » Donc cette situation a pesé évidemment sur tout le monde. Et ce qui est ressorti finalement du travail, c'est que si ça a plutôt bien fonctionné, c'est parce que tout le monde était d'accord, parce que pour le côté temporaire, voilà. On a joué le jeu, chacun a joué le jeu aussi parce qu'on savait que ça allait s'arrêter. Enfin, on espérait en tout cas, parce qu'au début on ne savait pas trop, mais on espérait que ça allait, que les choses allaient s'arrêter. Donc non-pérennité, exceptionnalité de cette situation. Thomas témoigne, c'est pas comme s'il y avait eu une explosion nucléaire et qu'on se retrouvait dans un bunker pour 10 ans. Bon, il n'y a pas le choix, tu sais que ça ne va pas durer longtemps, donc tu tiens. Donc il y a aussi cette idée-là. Donc, pour conclure cette partie, ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est que ça montre bien à la fois la place de la famille aujourd'hui en France. Alors, on peut retrouver on a discuté avec quelques collègues, on retrouve un peu ces tendances, bien sûr, dans d'autres pays. Mais en France, c'est particulièrement vrai puisque la famille joue un rôle essentiel dans l'accompagnement de la trajectoire juvénile vers l'âge adulte, puisqu'elle prend en charge, souvent financièrement, ou en tout cas, elle est destinataire des aides, d'une partie des aides, etc. Donc, c'est particulièrement le cas dans le cas français. Donc, qu'on retrouve bien quand même dans la plupart des familles, même s'il y a eu des familles où il y a eu des choses très douloureuses et où ça a été très très compliqué pour les jeunes et pour les parents également,
la question du respect mutuel et de ce que là encore de Cingley appelait une forme d'horizontalité des relations familiales aujourd'hui, enfin, qui sont moins verticales en tout cas que les générations précédentes. Lui parle de la famille comme le terrain du jeu, avec un jeu de mots autour du jeu, bien évidemment. Donc, finalement, à partir du moment où chacun a pu trouver sa place, a pu conserver, avoir accès à un certain espace, finalement, la famille s'est imposée comme un moindre mal, et l'envie de famille, je pense, était également liée à ce caractère temporaire, je vais y arriver, temporaire. Et on voit bien que si la famille aussi contemporaine tient, c'est parce qu'on vit des expériences en dehors de la famille. Et c'est ces expériences, et ça ressort bien dans le travail, qu'on peut vivre seul ou avec ses pairs. Donc certains parfois disaient juste je pars, là j'en ai marre, je ne supporte plus personne, je pars tout seul, et je vais respirer, prendre un peu de temps pour moi. Donc c'est vraiment cette possibilité d'avoir son espace, d'avoir sa propre vie, qui fait aussi que la famille contemporaine est aussi forte, alors fragile pour certains, puisqu'il y a plus de divorces, on l'entend souvent, mais c'est aussi une force, puisqu'elle tient sur des relations plus horizontales et sur un fonctionnement un peu plus démocratique. Ce qui m'amène à la dernière partie de mon intervention, parce que je vais y arriver toute seule. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut appuyer, en fait. Merci. Donc, la place de la nature et la conscience des enjeux écologiques. Alors là, on a été, là encore, un peu surprise. C'est pour ça que je fais ce métier. J'adore être surprise, j'adore découvrir des choses. C'est par la place de la nature dans les réponses et également donc, le lien qui a été fait entre nature et crise sanitaire, qui n'était absolument pas évident au départ, puisqu'on ne savait pas trop, on tâtonnait. Mais pour beaucoup, cette crise sanitaire a eu pour effet de prendre conscience de son rapport à la nature et aussi de la situation climatique. Donc là, ce qu'on observe, tout d'abord, c'est la place du rapport à la nature. Donc les confinements, et les confinements ont amené beaucoup à prendre conscience de la place de la nature dans leur vie, soit parce qu'elle nous manquait, soit parce qu'on ne la regardait plus, ou plus en tout cas avec le même œil quand elle était là. Donc là, je vais vous montrer un premier... Ouais, en fait, il faut que je clique vers où? Tout simplement, d'accord. Donc, pour certains, cette place de la nature a parfois été difficile à vivre. C'est-à-dire qu'il y avait un peu un trop de nature et surtout une absence de monde, une absence de vie, une absence de magasins, une absence d'animation. Donc cette nature a pu renvoyer aussi parfois un sentiment de solitude, d'inactivité et souvent d'immobilité. Donc la nature donnait le sentiment à certains d'être immobile et qu'il se passe finalement plus rien. D'autres, c'est une blague. D'autres, au contraire, ont vraiment essayé... Alors ça, ce sont des photos tirées de l'exercice de sociologie visuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les enquêtés ont fourni... Donc ça, ce sont des photos qui décrivaient le confinement et la place de la nature pendant le confinement. Donc d'autres ont cherché par tous les moyens à essayer d'entrer en contact avec la nature, donc avec beaucoup de recherches différentes. Donc on le voit ici. Prise pendant le confinement, ma tentative de connexion quelque peu frustrée avec des choses vertes quand nous étions dans la ville, donc autour de Toulouse. Donc là, les expériences de nature étaient pensées comme un palliatif à l'ennui, vous savez, le fameux kilomètre là autour de la maison, quand on avait la chance d'avoir un espace vert, ce qui n'était pas toujours le cas. C'était un moyen aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de se retrouver seul, de profiter aussi parfois du silence. Le silence est beaucoup ressorti dans le terrain qu'on a pu faire, l'importance du silence, la chance d'avoir enfin du silence. Alors ça vaut plus quand on a une famille avec plein d'enfants et qui sont un peu bruyants que quand on est seul, comme vous pouvez vous en douter. Mais d'autres, vraiment, ont signifié un vrai besoin de nature, une connexion. Alors parfois c'est un peu mystique dans les explications, mais un vrai besoin, un attachement très fort à la nature, ce qui parfois nous a un peu surpris. Oui, il est là.
Donc là, c'était une photo d'un de nos étudiants. Je leur ai demandé de prendre en photo leur confinement. Et donc il a pris cette photo-là en disant « C'est dur, je voyais les Pyrénées depuis ma fenêtre, mais c'était déjà ça, et mon sac était prêt. » Donc lui, regardait, essayait de toucher la nature à travers cette vue, mais aussi dans cette préparation. Donc il nous a expliqué un petit peu, c'était assez intéressant. D'autres, au contraire, merci, ont décidé délibérément de ne pas respecter les consignes et justement de profiter de cette période pour avoir la nature un peu pour eux tout seuls, comme cette femme du Pays Basque. J'avoue, je n'ai pas respecté les consignes pour profiter de la nature et continuer à vivre. Donc beaucoup, alors dans le rapport à la nature ou dans le non-respect des règles, on dit soit je devenais fou, soit je me fichais en l'air pour certains, notamment je pense à certains étudiants étrangers, voilà, soit je respectais, soit je devenais complètement dingue et je n'y arrivais pas. Donc ils ont fait le choix de ne pas respecter les consignes, les fameuses consignes, et puis les petits papiers à remplir, et tout ça, vous vous rappelez. Alors, deuxième point, il y a beaucoup de réflexions aussi autour de la prise de conscience de la nature dans cette crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on savait, a priori, de façon assez intuitive, que si on arrête toute activité humaine, les animaux reviendront en ville, et que la nature reprendra ses droits, mais de le voir, ça a été quelque chose de complètement différent. Donc là, c'est pour la première fois en 30 ans. Donc ça, c'est des jeunes qui nous ont envoyé leurs photos, alors normalement qu'ils étaient censés prendre, mais ce n'était pas toujours le cas. Les Himalayas sont visibles d'une distance, alors je pense que c'est l'Himalaya sans doute, de plus de 100 miles lors d'un confinement. La pollution se lève. Ou encore, on peut travailler ensemble, on est calés. Une ruine de château en Irlande, photo qui illustre la nature pendant le confinement, la nature qui reprend ses droits sur les constructions humaines, donc beaucoup de photos aussi d'herbes qui revient ou de fleurs. Et une dernière, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu moins de pollution, moins d'eau. Le ciel s'est quand même assez dégagé dans pas mal de villes. Certaines eaux sont devenues plus claires. Et voilà, on a vu vite le mouvement que voilà, la nature, on a beau l'oublier, elle est quand même là, assez présente. Et donc voilà, là on a vu au travers des photos, notamment sur le retour des animaux en ville et tout ça, qui ont pu s'approcher un peu plus puisqu'il y avait moins de mouvements, moins de voitures, moins de bruit. Donc voilà, donc beaucoup de voilà. Mais l'idée ici, c'est bien sûr que quand l'activité humaine se raréfie ou se calme ou disparaît, les animaux peuvent revenir en ville. Donc, et il y a moins de pollution. Évidemment, tous ces résultats étaient particulièrement intéressants. Alors, les réactions après sont assez diversifiées. Donc certains sont très fatalistes. Et face à tout ça, il dit de toute façon, ça va repartir dès qu'on va déconfiner, ça va repartir comme avant. D'autres sont plutôt dans l'inquiétude et se dire bon, j'espère, mais j'ai quand même le sentiment que ça va pas durer. Donc, le dernier mouvement, c'est quand même cette envie de changement. Et beaucoup ont vu dans la crise sanitaire du Covid-19, les confinements, une vraie opportunité de changement. Je cite, l'opportunité d'une réflexion collective de fond et qui pourrait être suivi d'actes sur les modes de consommation, l'organisation sociale et l'indispensabilité des services publics, la nécessité de tourner un peu plus l'action politique vers le bien-être et la fraternité, plutôt que sur le gain et l'accumulation de richesses, localement comme au niveau mondial. Autre témoignage, c'est une période qui peut nous faire réfléchir sur notre modèle de société, nous donner des leçons. J'espère que nous sortirons plus humbles et moins cons. Un dernier, j'espère qu'elle nous permettra de nous rendre compte des limites de nos modes de vie et d'aller vers plus de sobriété et une société qui respecte la planète, qui rémunère plus ses soignants, ses enseignants, ses agriculteurs que des activités moins utiles. Donc on voit bien pour beaucoup ce sentiment que la crise sanitaire peut représenter une opportunité, une expérience finalement physique. Je crois que c'est Bruno Latour qui parlait d'expérience corporelle de la situation écologique. On le sait, mais quand on le vit, quand on le voit, ça prend une toute autre ampleur. Là aussi, la sociologie, c'est pour partie, donc on a beaucoup questionné les sociologues. Alors moi, j'ai dû dire à plusieurs reprises, je ne suis pas Madame Irma, parce qu'il fallait que je dise ce qui allait se passer après. On ne sait pas ce qui va se passer après, évidemment. On reste des sociologues, on a besoin de vous, des acteurs, pour pouvoir travailler.
Donc, certains sociologues comme Jean Viard, en novembre 2020, a vu dans cette crise le détonateur écologique qui va nous permettre un combat planétaire contre le réchauffement climatique, avec cette idée en sociologie que la destruction peut être créatrice. Bruno Latour, justement, qui pensait que les confinements étaient révélateurs du monde d'après, en tout cas, c'était un avant-goût, alors c'est un peu moins positif, du monde d'après, de ce qui risquait de se produire. D'autres avaient une position un peu nuancée, c'est-à-dire que ce qu'on voit souvent, c'est que face à une crise, face à des attentats, face à une victoire à la Coupe du Monde, alors celle-là sera un peu différente, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans l'instant, hein, dans le moment, mais malheureusement souvent ça s'atténue, hein, parfois même ça disparaît. Donc là, la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui va rester, hein, qu'est-ce qui va rester? Et là, bien malin celui qui peut y répondre. Ce qui est sûr, c'est que le choc a quand même été très fort, hein, très important. Donc beaucoup ont été sidérés par cette crise sanitaire. Beaucoup de réflexions, je le disais tout à l'heure, hein, d'introspection, de réflexion sur soi, sur son rapport à la famille, je l'ai dit, son rapport au monde, ont pu émerger aussi de ce moment. On a vu aussi beaucoup de choses, belles et moins belles, hein, qui ont émergé. Donc il y a eu quand même une prise de conscience à certains égards. Je parle de la nature, mais je parle aussi des violences qui ont pu être perpétrées. Prise de conscience aussi sur des métiers finalement qu'on ne pensait pas, on n'a jamais vraiment parlé de métiers utiles, hein, donc, le métier d'enseignant, le métier de tous les métiers de soignants, hein, au sens très très large, le métier de caissière, etc. Donc tous ces gens qui se sont retrouvés un peu en première ligne et qui étaient par ailleurs souvent plus des femmes que des hommes, beaucoup de personnes issues de l'immigration aussi qui étaient surreprésentées. Donc voilà, donc cette crise sanitaire, pour conclure, ça je vais être bien dans les temps, elle a révélé beaucoup de choses, hein, du bien et du moins bien, beaucoup de réflexivité, d'envie de changement, de décélérer. Hein, je crois que ça aussi, c'est quand même le gros résultat. Mais je laisserai la parole à Edgar Morin pour finir. L'après-épidémie sera une aventure incertaine où se développeront les forces du pire et celles du meilleur, ces dernières étant encore faibles et dispersées, sachant enfin que le pire n'est pas sûr, que l'improbable peut advenir. Je vous remercie de votre attention.